Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle enquête de Pièces à conviction. Ils dépensent des millions d'euros pour acheter des voitures de luxe, des bijoux, des œuvres d'art, des hôtels particuliers à Paris ou des villas à Malibu. Ils dirigent des États où le pétrole coule à flot, mais où la population vit dans la misère. Après plusieurs plaintes, une enquête judiciaire a finalement été ouverte en 2010 contre 3 chefs d'État africains et leur entourage pour blanchiment d'argent et détournement de fonds publics. Des centaines de millions d'euros sont en jeu. Durant 3 ans, la journaliste Magali Serre a mené sa propre enquête sur cette affaire dite des biens mal acquis. Elle a recueilli les témoignages inédits de financiers suisses, d'hommes de l'ombre de la France-Afrique, d'avocats et de responsables politiques français. Laissez-moi vous parler du Gabon, un pays qui concentre à lui seul les fatalités d'une partie de l'Afrique. Un sous-sol extrêmement riche, des revenus pétroliers qui coulent à flot depuis des décennies. Une capitale, Libreville, dont le front de mer affiche une certaine prospérité. Un palais présidentiel où règne depuis plus de 40 ans la même famille, les Bongo. Et l'envers du décor, des bidonvilles qui s'étalent sur des kilomètres. À Libreville, l'accessoire indispensable, c'est le bidon. J'ai vu une ville de 600 000 habitants sans eau pendant une semaine. Les rares fontaines publiques qui fonctionnent sont prises d'assaut. Pourtant au Gabon, il pleut beaucoup. L'eau est partout, sauf au robinet. Vu de France, cette Afrique-là est immuable, une fatalité. Mais pour ses habitants, ça n'en est pas une. Il y a des responsables. On dit ça va changer, ça ne change pas. Ça va changer, ça ne change pas. Rien. Il y a une famille qui bloque tout. Tout doit rester dans la famille des Bongo et puis c'est tout. La corruption au Gabon est plus dangereuse que le virus, le fameux sida, comme bien l'Ebola. Ça ronge jusqu'au arrière-petit-fils. Dans les bidonvilles, personne n'est dupe du scandale du pillage de l'Afrique par ses dirigeants. Sachez que l'argent qui devait servir au développement de notre pays est chez vous. Faites en sorte que cet argent nous serve. Voilà comment on vit. Et demain, quand je vais tomber dans la mer, parce que je veux venir chercher du travail chez vous, on va me jeter dans l'océan, c'est vous qui êtes des responsables parce que vous ne voulez pas faire revenir ce qui me revient de droit. Je suis né ici, je n'ai qu'une république, qu'une seule terre, qu'un seul environnement. Mais où je dois vivre? Regardez, je vis ici, c'est chez moi. Laissez-moi maintenant vous parler de la France, ce pays qui accueillerait les richesses du Gabon. Des dizaines de millions d'euros auraient fini ici, dans des hôtels particuliers, des comptes en banque, des grosses berlines. Un homme pense que cette fatalité-là n'en est pas une, qu'il peut briser cette logique implacable. William Bourdon est un avocat militant, un défenseur des droits de l'homme qui a le don d'agacer. Il y a 5 ans, il a porté plainte contre 3 chefs d'État africains. Omar Bongo pour le Gabon, Théodore Obiang pour la Guinée équatoriale et Denis Sassou Nguesso pour le Congo-Brazzaville. 3 pays producteurs de pétrole, 3 dirigeants poursuivis pour recel de détournement de fonds publics et blanchiment d'argent. Ils auraient siphonné les caisses de leurs États pour mener un train de vie somptueux en France et ailleurs dans le monde. C'est l'affaire dite des biens mal acquis. Elle passe par tout ce qui brille et tout ce qui coûte très très cher. Mon enquête sur ces biens mal acquis a commencé en 2009 à Paris.
Ce jour-là, dans les bureaux de William Bourdon, j'assiste à une grande victoire dans son combat. La plainte de l'avocat vient d'être déclarée recevable par la justice française. C'est la première fois qu'il y a une enquête judiciaire qui est susceptible de progresser, s'agissant de détournement d'argent public commis par des chefs d'État, leurs familles, etc., alors que ces chefs d'État sont encore au pouvoir. Ça fragilise un mur d'impunité qui semblait absolument imprenable et qui paraissait avoir été érigé pour l'éternité, pour protéger tous ceux qui appauvrissent l'Afrique chaque jour, sournoisement et cyniquement. C'est une première mondiale. Des dirigeants en exercice peuvent être poursuivis hors de leur pays. L'association Transparency International, qui agit aux côtés de William Bourdon, appuie sa plainte sur un traité de l'ONU, la Convention de Mérida. Signée par 140 pays, elle donne des outils juridiques à la lutte contre la corruption et les crimes économiques. Elle prévoit même la saisie des avoirs détournés. L'objectif ultime de l'action que nous menons, c'est d'obtenir que ces dirigeants, leurs familles qui ont détourné de l'argent public, rendent l'argent aux citoyens, aux populations à qui appartient cet argent. Voilà notre objectif. Et je pense qu'on a franchi aujourd'hui une étape importante dans cette direction-là. Dans son combat, William Bourdon s'est doté d'une arme. Il a créé une association anticorruption du nom de Sherpa. Son équipe de juristes traque les avoirs, les biens immobiliers des 3 chefs d'État africains et de leur entourage. Ce sont eux qui ont rassemblé les premiers éléments du dossier des biens mal acquis. Lors de ma première visite, en 2009, leurs efforts se portent sur le fils du président de Guinée équatoriale, Théodorin Obiang. La Guinée équatoriale est un petit pays d'Afrique centrale qui croule sous l'argent du pétrole, mais où l'espérance de vie plafonne toujours à 51 ans. La Guinée n'a rien d'une démocratie. Le président Théodore Obiang y règne sans partage depuis plus de 30 ans. Le dictateur aurait même choisi son successeur. Le voilà sur ces images, Théodorin, son fils. Ce film de propagande le montre distribuant des cadeaux pour le Noël des enfants. Il veut passer pour un bienfaiteur, et certes, sa générosité a peu de limites, sauf qu'elle s'adresse surtout à lui-même. À 42 ans, Théodorin Obiang est aujourd'hui l'un des nababs les plus dispendieux de la planète. À Malibu, aux États-Unis, ses frasques ont défrayé la chronique. Il a acheté une villa de 23 millions d'euros, des Rolls-Royce. Il passe ses soirées sur des yachts, toujours entouré de jolies filles. Lors d'une vente aux enchères, il a acquis pour plus d'1 million de dollars d'objets ayant appartenu à Michael Jackson. Des disques d'or, des albums signés et un gant en strass porté par la pop star au cours d'une de ses tournées, adjugé 200 000 euros. En France, en 2009, Théodorin est encore un inconnu. Mais il est déjà dans le collimateur de l'association Sherpa. Elle cherche à inventorier son patrimoine afin d'étayer ses soupçons de détournement de fonds publics. Une lettre de dénonciation va tout accélérer. Théodore Obiang, le fils, serait le bénéficiaire d'un appartement de 5000 m² au 42 avenue Foch, officiellement propriété d'une SCI, 101 pièces, dont une salle à manger en corail. Ça représenterait l'intégralité du rez-de-chaussée ainsi que 3 premiers étages. Donc, compte tenu des prix dans le 16e arrondissement, ça représenterait 45 millions d'euros. Donc c'est quand même assez impressionnant. L'auteur de la lettre a même pris ses photos. L'hôtel particulier appartient à une société civile immobilière enregistrée en Suisse, la Ganesha Holding. Maude Perdriel me démontre combien il est difficile de prouver que Théodorin Obiang en est le propriétaire.
Donc le gérant, il a la nationalité suisse. Donc voilà, c'est ce monsieur. Ça serait le gérant de la SCI en question. Il y a encore du travail à faire, notamment sur le lien entre cette personne qui est présentée comme étant le gérant de cette SCI et Obiang. Et ça, c'est la chose évidemment la plus difficile à faire, surtout qu'il semblerait qu'ils aient pris toutes les dispositions pour ne laisser aucune trace. La juriste de Sherpa veut vérifier le lien entre Théodorin Obiang et cet hôtel particulier parisien. Je l'accompagne avenue Foch, l'une des plus chères de Paris, le rendez-vous des dictateurs africains. Les Moubarak, Ben Ali, Bongo, tous y ont leur pied-à-terre. Au 42, l'enquête de voisinage va s'avérer fructueuse. Bonjour. On voulait savoir si c'était bien ici que M. Obiang habitait. Obiang. Ça ne dit rien. Ça vous dit rien? Non. C'est pas M. Obiang de Guinée équatoriale? Ah si, le nom d'Obiang. Ah, vous ne le connaissez pas sous le nom d'Obiang? Non. D'accord. Mais c'est le fils du président équato-guinéen qui habite ici. Ouais. Vous voyez directement avec l'ambassade? Avec l'ambassade? Oui, l'ambassade de Guinée équatoriale. D'accord. L'homme confirme l'identité du propriétaire. Par un incroyable hasard, à la sortie, nous tombons sur le gestionnaire de Théodorin Obiang. Bonjour. Vous connaissez le propriétaire de ce bien immobilier? Oui. Oui, parce qu'en fait, C'est moi. C'est vous? Ah, mais bien sûr, vous êtes monsieur. Ah oui. C'est l'homme que nous avons identifié quelques heures auparavant dans les bureaux de Sherpa. Il est plutôt bavard pour un administrateur suisse. Vous tombez bien. Chaque appartement appartient à une société différente. Chacun des appartements du 42 ou La famille Obiang, il y a des parties. C'est pas les ministres, c'est la famille. Il y a beaucoup de gens. Mais il y a Obiang. Là, les autres. Ils viennent jamais occuper cet appartement. Le ministre est là, l'épouse du président elle est là. Et c'est vous qui gérez l'intégralité de ces biens en France? Non, je gère une partie. D'accord. Oui, merci pour le J'ai temps. donné trop de formations, mais vous ne dites pas que c'est moi qui ai donné ces Bien sûr. informations parce que je n'ai pas ma place. Le gestionnaire du 42 avenue Foch sera entendu 2 ans plus tard par les policiers français. Car il n'y a pas que Sherpa qui enquête sur le fils du dictateur. Depuis la plainte de William Bourdon, 2 juges du pôle financier de Paris cherchent à rassembler les preuves de détournement de fonds publics. Ils se sont donc lancés dans l'inventaire des biens détenus en France par les 3 chefs d'État africains et leurs familles. Ils vont découvrir que le fils Obiang a un train de vie faramineux. Ces photos nous en donnent un aperçu. Elles proviennent du catalogue de son décorateur français. Chez Théodorin, il y a notamment cette pièce, surnommée le Salon doré. Tout est en or et en vermeil. Le décorateur a touché 12 millions d'euros pour aménager ses appartements. De l'autre côté des Alpes, en Suisse, un témoin privilégié de ce train de vie fastueux a accepté de me rencontrer. Son témoignage est inattendu et je me demande encore pourquoi il a accepté l'interview. Il est l'un de ces hommes que l'on ne voit jamais. Il a administré les sociétés de Théodorin Obiang en 2010. Et plus que cela, il a été son conseil personnel. Il lui arrivait de lancer 20 000 euros en billets de 500 euros à travers la discothèque. C'était des scènes qui sont un peu rocambolesques, mais qui, dans son attitude, sont assez typiques du personnage. Entre 2006 et 2011, Théodorin Obiang a fait le bonheur de tout le secteur du luxe français.
il a acheté pour des millions d'euros de bijoux place Vendôme, dont par exemple 28 montres d'exception chez ce joaillier. Et puis il y a la garde-robe de Théodorin, les cadeaux pour les amis. Les achats sont compulsifs, extravagants. Monsieur Aubiang est un très grand client de Vuitton. Il allait personnellement donc dans les magasins Vuitton pour faire des achats, notamment pour des cadeaux. Il fallait plusieurs véhicules, notamment un fourgon Mercedes rempli de sacs Vuitton. Ça, c'est vrai que lorsque des achats étaient faits, ces achats étaient faits en grande quantité et pour des sommes impressionnantes. Le fils de dictateur ne semble avoir aucune limite à ses dépenses. Lors de la vente aux enchères de la collection Yves Saint Laurent Pierre Berger, il s'est offert 109 lots pour un montant de 18 millions d'euros. De l'orfèvrerie, des sculptures, des bronzes du XVIe, XVIIe siècle, comme ce pot à bouquet en cristal, vermeil et rubis, cet œuf d'autruche et monture vermeille, ce grand plat en jaspe et agate, et l'une des plus belles pièces, le dieu Chronos supportant un astrolabe. Le secteur du luxe a encaissé l'argent de Théodorin Aubiang sans poser de questions. Comment refuser un si bon client? Aux États-Unis, les choses ne se passent pas comme ça. Ceux qui acceptent les capitaux douteux des dictateurs doivent rendre des comptes aux sénateurs. Voilà plus de 10 ans que le comité d'enquête du Sénat américain, présidé par le très redouté Carl Levin, mène des investigations sur les kleptocrates de ce monde, avec une attention particulière portée à la famille Aubiang et une volonté affichée d'appeler chaque Américain à ses responsabilités. Commençons par Théodorin Aubiang, 40 ans, fils du président de Guinée équatoriale, qui a fait l'objet d'une enquête du département de la justice pour corruption et autres délits. Entre 2004 et 2008, M. Aubiang a eu recours à des avocats américains, des banquiers et des agents immobiliers pour transférer plus de 100 millions de dollars de fonds suspects aux États-Unis sur des comptes américains. 2 notaires et un agent immobilier se retrouvent sous le feu des questions. Ils ont organisé l'achat pour 25 millions d'euros de la villa de Malibu. Aubiang et ses associés sont impliqués dans des transferts illicites, du blanchiment d'argent que nous pensons issu d'extorsion, de pots de vin et de détournement de fonds publics. Connaissant ces faits, ça ne vous dérange pas d'avoir été impliqué de près ou de loin dans ce type de transaction ? Je n'étais pas au courant. D'accord, mais maintenant vous le savez. Ça vous dérange? Oui, maintenant oui. Vous avez essayé de savoir d'où venait l'argent de M. Aubiang? Non, je n'ai pas essayé. Avez-vous fait preuve de vigilance? La question revient tout au long des auditions. Les banquiers sont dans leurs petits souliers. Pourquoi la banque n'a-t-elle pas au minimum regardé de plus près ces millions de dollars en provenance de Guinée équatoriale qui arrivaient sur un de vos comptes? C'est une très bonne et une très judicieuse question, Monsieur le Président. En fait, quand on regarde en arrière, il faut reconnaître que nous avons fait une erreur de jugement et que nos procédures à cette époque-là n'étaient pas aussi efficaces qu'aujourd'hui. Les banquiers auraient fait preuve de négligence. Une enquête est en cours pour déterminer leurs responsabilités. Aux États-Unis comme en France, il reste aujourd'hui une question essentielle. D'où vient l'argent de Théodorin Aubiang? La réponse se trouve sur les virements reçus par ses créanciers. Christie's, par exemple.
La société de vente adresse les factures au fils Obiang. Mais ensuite, le règlement est effectué par une entreprise, la Somagui. La plupart des virements proviennent de cette société. Que cache la Somagui, basée en Guinée équatoriale? Comment peut-elle dégager autant d'argent? Je pensais que cette question serait délicate pour l'avocat du fils Obiang. Il n'en est rien. Son client n'a pas souhaité répondre à une interview. Lui se plie volontiers à l'exercice. Mais d'où proviennent les fonds de la Somagui forestale? Par exemple de l'exploitation forestière. Cette société bénéficie de concessions d'exploitation forestière et elle coupe, elle commercialise, elle exporte du bois, mais comme le ferait n'importe quelle autre société, par exemple occidentale, de la même manière. La Somagui forestale serait une société forestière comme les autres. Une entreprise privée dont le fils Obiang est l'actionnaire principal. Elle coupe du bois, exploite les concessions accordées par l'État équato-guinéen. Le bois financerait donc les dizaines de millions d'euros de dépenses de Théodorin Obiang. Mais le problème, c'est que ces explications sont incomplètes. Cette société recevrait aussi de l'argent du pétrole. C'est ce que nous affirme l'administrateur suisse du fils Obiang. Il est très bien informé, il a géré directement les sociétés de Théodorin. Alors ces fonds sont d'origine de concessions pétrolières. Donc lorsqu'une multinationale étrangère souhaite ouvrir un puits de pétrole, donc en Guinée équatoriale, il va s'adresser donc à une personne en charge en Guinée équatoriale qui va donc fixer les conditions pour l'obtention de cette concession, et c'est la société Somagui qui recevra bien sûr les fonds. Ce sont les compagnies pétrolières qui ont alimenté la Somagui. Mais pas du tout. La Somagui tire ses revenus du commerce qu'elle fait de l'exploitation forestière. Ça n'a rien à voir avec le pétrole. J'ai des sources qui m'affirment aujourd'hui que la Somagui reçoit des fonds des compagnies pétrolières américaines. Écoutez, je ne sais pas quelles sont vos sources, vous nous donnerez les éléments. En tout cas, la Somagui est une société de droit privé qui exploite des concessions forestières et qui tire ses revenus de cette exploitation forestière. Pourtant, ma source, le gestionnaire suisse, demeure catégorique. Je peux vous certifier que les documents existent, qu'ils attestent bel et bien de l'origine des fonds, que cette origine est celle que je vous ai mentionnée et que la famille Obiang ne considère pas que cette origine soit illicite. Cette origine, ce sont les revenus pétroliers. Ce sont notamment les droits de concession qui sont liés à l'établissement de puits de pétrole en Guinée équatoriale. Ça peut être dans les 290-300 millions d'euros pour l'exploitation d'un puits de pétrole. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, il faut saluer la franchise extraordinaire de cet homme, parce que c'est rare d'avoir quelqu'un qui gère du patrimoine en Suisse et qui, carte sur table, nous dit oui, les flux viennent de l'exploitation pétrolière et ça atterrit dans cette société. C'est extraordinaire comme aveu. Derrière cette reconnaissance, il y a deux choses à dire. La première, c'est que ça signe tout ce qu'on dit, malheureusement. Ça ratifie tout ce qu'on dit. Tout ce système d'évaporation suppose qu'il y ait ici ou là des fondés de pouvoir, des banquiers, des notaires, des juristes, des avocats qui participent au système. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a encore une forme d'inconscience chez ces gens. J'ai demandé à l'avocat du fils Obiang des factures, des comptes, des bilans qui prouvent que sa société tire bien ses revenus d'une activité réelle d'exploitation forestière. Attendez, je n'ai pas apporté la moindre preuve que ce soit. C'est tout de même invraisemblable qu'il suffirait que quelqu'un
vous accuse de quelque chose pour que vous soyez obligé de vous justifier. Mais attendez, mais on marche sur la tête. D'ailleurs, Théodorin Obiang, convoqué par les juges français, a refusé de se présenter. Alors, les magistrats ont frappé un grand coup. Ils ont lancé un mandat d'arrêt international à son encontre. Ils ont perquisitionné son hôtel particulier, saisi ses biens. Il a fallu 1 semaine pour inventorier et déménager tout ce que contenaient les appartements. Tout aussi spectaculaire, les voitures de collection du Nabab. Maserati, Porsche, Ferrari et ses 3 Bugatti Veyron, dont chacune valent plus d'1 million d'euros. Une nouvelle victoire pour William Bourdon. La fin de l'impunité peut-être. Mais aujourd'hui, pour l'avocat, c'est l'heure des questions. Pourquoi, pendant des années, la justice française n'a-t-elle pas voulu enquêter sur ces biens mal acquis? Dès 2000, des banques ont signalé des virements suspects à Tracfin, l'organisme de lutte contre le blanchiment d'argent. J'ai obtenu ces dizaines de pages confidentielles rédigées par les agents de Tracfin. Celle-ci concerne Théodore Obiang. Elle date de 2004. Les agents s'interrogent alors sur le transfert vers un compte en France de 296 millions de dollars. Ces énormes fonds proviennent d'une banque américaine. Elle a été condamnée pour blanchiment d'argent aux États-Unis. Tracfin a systématiquement envoyé ces signalements au procureur de la République, sans aucun effet. Tracfin a montré ses limites. Totalement. Et il y a une institution qu'il faut peut-être interpeller. Je ne sais pas vous expliquer ce qu'il faut faire, mais pourquoi le parquet n'a pas bougé pendant des années? Pourquoi le procureur qui voit les notes Tracfin arriver sur son bureau, achat, telle famille africaine, etc., les met dans un tas de poussière? J'ai sollicité le procureur de l'époque, Jean-Claude Marin. Il n'a pas souhaité répondre à cette question. La réponse est simple. C'est que pendant des années, on n'a pas voulu prendre le risque d'enquiquiner ceux qui étaient considérés comme les marionnettes de la France étant marionnettiste dans l'histoire, ceux qui étaient en risque de faire en permanence un chantage à l'indépendance énergétique de la France, chantage qui se poursuit de façon souterraine ici ou là, ceux qui étaient les protégés de tous les réseaux de la France-Afrique. Voilà la réponse. La France aurait protégé les 3 présidents africains et leur entourage au nom de la raison d'État. On ne se fâche pas avec ces pays aux vastes ressources pétrolières. C'est aussi ça le scandale des biens mal acquis, un dossier très politique. Sur ce point, l'histoire du président gabonais Omar Bongo et de sa famille est un exemple emblématique. Le Gabon, c'est un petit État pétrolier, mais aussi une ancienne colonie française, intimement liée à la France. Souvenez-vous, dans les années 60, c'est le monsieur Afrique de l'Élysée, Jacques Foccart, qui aide Omar Bongo à accéder au pouvoir. En échange, le président gabonais privilégie les sociétés françaises pour exploiter le pétrole de son pays. Souvenez-vous, dans les années 90, le procès Elf et ses commissions occultes. Du pétrole gabonais suinte dans tous les recoins de cette affaire. Omar Bongo fut le pivot de la politique de la France en Afrique jusqu'à sa mort au printemps 2009. À l'occasion de ses obsèques, j'ai compris à quel point les intérêts de nos hommes politiques étaient peu compatibles avec une plainte contre les biens mal acquis. Je n'aurais jamais assisté aux funérailles d'Omar Bongo sans l'aide d'un homme qui a valeur de laisser passer. Robert Bourgi, un Africain blanc, un avocat né à Dakar. Il fut le conseiller d'Omar Bongo pendant plus de 30 ans, et le temps d'un voyage, il m'a entrouvert les portes de cette fameuse France-Afrique. Il m'a parlé du président gabonais, avec qui il a partagé tant de secrets. Je crois
être le seul parmi ses collaborateurs français et amis français à l'avoir appelé papa. Et lui m'appelait fiston. Et je ne vous cache pas que demain, je vais enterrer mon père pour la 3e fois. Le premier étant mon père géniteur, le deuxième étant Jacques Foccart en 1997. Et là, en enterrant Bongo demain, je boucle la boucle. J'enterre le dernier de mes pères. Robert Bourgi rend aussi des services à la France. En 2009, il est le conseiller officieux de Nicolas Sarkozy pour les affaires africaines. À l'arrivée au palais présidentiel de Libreville, il rejoint donc la délégation française. Aux obsèques du patriarche, la photo de famille confirme ces liens étroits entre la France et le Gabon. 2 présidents français ont fait le déplacement. Plusieurs anciens ministres de la coopération, un ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, pour qui le Gabon est un dossier délicat. L'écrivain Pierre Péan vient de révéler que sa société de conseil a touché 2,5 millions d'euros du Gabon pour un rapport discutable sur le système de santé du pays. Et puis il y a ceux qui sont là sans qu'on sache vraiment pourquoi. Jacques Toubon, ancien ministre de la Culture. Patrick Balkany, l'ami du président Nicolas Sarkozy. Alain Bauer, expert en sécurité, grand maître du Grand Orient de France. Dans l'Assemblée, il y a aussi Thierry Desmarais, le président de Total. La plainte des biens mal acquis jette un froid sur ces amitiés franco-gabonaises. Robert Bourgi n'a pas voulu voyager avec ces hommes de pouvoir. Pourtant, il les connaît bien. Ses propos sonnent cet après-midi-là comme un avertissement. Je le mettrai au courant de tout. Je parle du président de la République française. Je lui livrerai tout ce que je sais. C'est-à-dire des secrets d'État? Les secrets des secrets, qui partent de l'époque de M. Pompidou jusqu'à celle de M. Chirac. Je ne menace personne, mais un jour ou l'autre, la vérité sortira. Quelques mois plus tard, Robert Bourgi passe à l'acte. Dans le journal du dimanche, il raconte les mallettes d'argent remises à l'Élysée par des représentants d'États africains, dont bien sûr le Gabon. Les destinataires, Jacques Chirac et Dominique de Villepin. Rien que pour la campagne présidentielle de 2002, ils auraient touché 10 millions d'euros d'Omar Bongo. Dominique de Villepin aurait aussi reçu des cadeaux personnels du président gabonais, d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je retrouve aujourd'hui le conseiller du Gabon dans son cabinet parisien. Ces révélations ont coûté cher à Robert Bourgi. Le barreau l'a suspendu de ses fonctions d'avocat pour 6 mois. Il aurait manqué à la déontologie de la profession. Jacques Chirac et Dominique de Villepin bénéficient quant à eux de la prescription des faits. Est-ce que finalement vous avez bien fait d'en parler? Mais je n'ai pas parlé au hasard, madame. Je ne fais jamais rien au hasard. Je l'ai fait parce que j'ai été acteur et témoin d'un système qui a duré 4 décennies ou 5 décennies. Il fallait que cela prenne fin. Pour Robert Bourgi, ces dirigeants français sont des hypocrites. Ils ont profité de l'argent du Gabon. L'avocat s'interroge. Comment la France peut-elle alors donner des leçons sur les biens mal acquis? L'Africain blanc dénonce la classe politique française, mais il ne dira rien sur ses amis gabonais. Pour ce qui est des biens mal acquis, je peux vous assurer que j'en ignore tout. Je n'ai pas de mémoire sélective, j'ignore tout des biens mal acquis. Ce n'était pas mon rôle, j'étais conseil de ces chefs d'État, je ne m'occupais pas des achats ou des investissements de ces chefs d'État en Afrique, en France ou ailleurs. L'avocat ne peut pas dénoncer ceux qui le font vivre.
il me faut me tourner vers l'un des hommes qui se bat depuis des années contre la corruption au Gabon. Marcona Essangui, un militant de la transparence financière. Un spécialiste des biens mal acquis de la famille Bongo. Marcona Essangui est une figure de la société civile gabonaise. Il a reçu le prix Goldman de l'environnement à San Francisco. Une consécration dans son combat pour préserver la forêt équatoriale des entreprises minières. De passage à Paris, il me mène à la découverte des biens mal acquis gabonais. On a envie de savoir où va l'argent du pétrole. Et l'argent du pétrole finit sa course dans ce type d'acquisition, alors que la population croupit dans la misère. C'est là le grand scandale. Premier arrêt, avenue Foch. La famille Bongo y possède plusieurs appartements de prestige. 56. Donc cet immeuble aussi appartient à... Ouais. À Bongo. Notre visite se poursuit dans ce très chic 16e arrondissement de Paris. Omar Bongo a reconnu 53 enfants. L'enquête se porte donc sur cette large famille. Elle aurait acquis à titre privé plus de 33 appartements et hôtels particuliers. Il y en aurait pour plusieurs centaines de millions d'euros. Et comme la famille Obiang, les Bongo sont depuis plus de 10 ans dans le collimateur des sénateurs américains, qui les soupçonnent de détourner l'argent du pétrole. Le clan a une particularité. Il recourt aux hommes de paille, aux prête-noms. Omar Bongo a ainsi transféré 130 millions de dollars aux États-Unis via une société écran. Plus récemment, l'ex-femme d'Ali Bongo, l'actuel président gabonais, a utilisé des sociétés écrans, des trusts, afin de masquer des transferts de fonds en provenance du Gabon. Le nouveau président Ali Bongo prétend aujourd'hui incarner une rupture avec ces pratiques. Officiellement d'ailleurs, il n'a plus de biens immobiliers à Paris. Mais selon Marcona, il aurait trouvé un autre moyen pour mener grand train. Il me conduit à cet immense hôtel particulier. 8000 m² avec jardin, situé dans l'une des rues les plus chères de Paris. Un achat réalisé très officiellement par l'État gabonais. Pourtant, c'est surtout Ali Bongo qui va en profiter. Cet immeuble a coûté 65 milliards de francs CFA. Mais c'est énorme. Si on peut prendre 65 milliards dans les caisses de l'État pour se faire un cadeau, parce qu'on est enfant gâté, on n'est pas encore sorti de l'adolescence, je dis, on ne peut plus continuer à gérer le pays comme ça. 100 millions d'euros. Le prix d'achat de l'hôtel Pozzo di Borgo, l'un des plus beaux hôtels particuliers de Paris. Cette somme ne tient pas compte des rénovations, nous précise l'un des employés. Il peut être remis comme à l'origine en 1730. Voilà. Ouais. Mais bon, avec quelqu'un qui est capable de restaurer en France. Heureusement qu'il y a un Gabon pour restaurer un bien. Ouais, c'est le Gabon. Ouais, voilà. Ouais, je pense, parce que personne n'était capable de. Et je peux vous promettre qu'on a vu, ceux qui font l'actualité aujourd'hui sont venus ici. Ils ne sont pas capables de lâcher. C'est la folie. Il n'y a que des fous pour pouvoir faire les choses pareilles. Surtout dans son pays, quand on n'est pas capable d'offrir de l'eau à toute la population, quand on n'est pas capable d'offrir ne fût-ce qu'un minimum pour la santé, et qu'on vienne investir en France, parce que personne, vous avez entendu le monsieur qui disait personne en France n'avait les moyens de restaurer cela. Et que les moyens viennent du Gabon, un pays à la limite qui est en train de se chercher pour nourrir la population, qui soit capable de venir faire la restauration d'un bâtiment historique en France, c'est de la folie. Autant d'éléments qui ne sont pas du goût du nouvel hôte de l'Élysée. Le président du Gabon, Ali Bongo, est de passage à Paris.
François Hollande se serait bien passé de cette visite. La poignée de main est brève. À la sortie de la rencontre, il ne raccompagnera même pas cet homologue sulfureux sur le perron. En langage diplomatique, c'est un camouflet. Les dénégations de l'héritier du système Bongo n'y changeront rien. Quelle affaire? L'affaire du bien Malaki. L'enquête en cours sur Ça ne me concerne le pas. patrimoine. Ça ne me concerne pas. J'ai déjà indiqué là-dessus que je n'étais pas concerné. Je vous invite tous à venir au Gabon vous rendre compte de la situation dans mon pays. Merci, monsieur. Une invitation franche et directe à laquelle j'ai répondu rapidement. Au fil des mois, les démarches pour obtenir une interview d'Ali Bongo, les demandes de tournage au Gabon sont restées sans réponse. J'ai donc dû m'écarter des voies officielles. Prendre quelques routes détournées, quelques bus, quelques taxis. Un voyage clandestin pour découvrir ce que les biens mal acquis signifient dans le quotidien des Gabonais. Sans visa de journaliste, il me fallait rester discrète afin de passer la frontière et arriver à Oyem, la 4e ville du Gabon. Oyem est à l'image du pays. Ses infrastructures sont dignes d'un État pauvre. À Oyem, éviter les trous dans la chaussée est devenu le sport national. La plupart des routes n'ont pas été refaites depuis 1978. Et quand on s'écarte un peu du centre-ville, mieux vaut être doté d'un bon 4x4. Ça a été payé par l'État gabonais en 2005. Il y a beaucoup de trous, hein, on le sent là. Mais oui, il y a des trous parce que justement, c'est pas bitumé. Vous voyez comment, regardez un peu devant, vous regardez l'état de la route, vous allez voir. Je voulais justement que vous passiez par là pour comprendre l'état, l'ampleur des dégâts du système Bongo. Jean-Christophe Owono fut l'un des hommes de ce système. Il a été député du parti présidentiel, mais il ne supportait plus son clientélisme. Ce chef d'entreprise a donc rejoint l'opposition. Ça devrait être goudronné ici, c'est ça? Officiellement, si vous allez voir dans les documents à Libreville, tout est goudronné. Payé. Mais sur le terrain, voilà la réalité. Ali Bongo va faire pire que son père, la preuve. Depuis 3 ans qu'il est là, il n'y a aucun projet qu'il a réussi. Il fait exactement dans la même lignée que le père hier. Prendre les ressources du pays et les amener à l'extérieur. Nous disons non. Ça, tout ça, ça aurait pu être réalisé déjà en moins de 2 ans de mandat. Le pétrole, le manganèse, le fer, le bois, toutes les richesses du Gabon semblent n'avoir que très peu profité aux habitants d'Oyem. Centre hospitalier régional d'Oyem. Le plus grave m'attend à l'hôpital régional. Il a été construit grâce à des fonds canadiens et inauguré en 2001 par Omar Bongo en personne. De prime abord, il a bonne allure, sauf qu'il manque l'essentiel, de l'eau. Le système de pompage n'a jamais fonctionné. Le premier souci, c'est d'abord l'eau. L'eau, c'est une source de vie, c'est une vitalité. S'il n'y a pas l'eau, ça n'a pas. Un hôpital sans eau, ça n'a pas de sens. C'est inconcevable. Et ça fait depuis une dizaine d'années, hein, plus d'une dizaine d'années. C'est comme ça qu'il n'y a pas d'eau? Oui, plus d'une dizaine d'années. C'est pas une affaire d'aujourd'hui. Les latrines qui sont là derrière, là, ça a été fait pour les urgences. Oui. Mais il y a des malades qui séjournent aux urgences, mais qui vont déféquer derrière le mur là où ils ont placé le groupe de relais. C'est pas possible. Donc en pleine nature. En pleine nature. Pas d'eau pour les toilettes, pour les soins, pour la douche, alors que c'est le seul établissement à disposer d'un bloc opératoire à 200 km à la ronde. Devant ce manque d'hygiène, on ne vient ici que quand on est très sérieusement malade. D'autant que les soins coûtent beaucoup trop cher pour la population. En quittant Oyem, j'ai le sentiment que les Gabonais sont les grands oubliés de l'affaire des biens mal acquis. Je retrouve le militant anticorruption rencontré à Paris.
Marcona me guide dans les méandres d'un système installé il y a 45 ans. Ici, c'est la résidence de Bongo Père. Ben, vous pouvez constater que c'est tout un quartier. Hein. Ça prend tout un quartier. C'est des hectares et des hectares, des hectares pour 2 baraques à l'intérieur. Et depuis qu'il est mort, personne n'habite cette baraque. Elle est même en train de tomber en ruine. La résidence d'Omar Bongo, tout un symbole. Son enceinte ne semble jamais finir. Tout comme d'ailleurs la liste des entreprises appartenant de près ou de loin au clan Bongo. Tout ce qui est BTP, tout ce qui est transport aérien, transport maritime, assurance, banque, la liste est longue, appartient à la famille Bongo. C'est des pros, c'est des amis, c'est la famille, c'est tout le monde, c'est eux-mêmes. Par exemple, la compagnie Afrijet appartient au cercle familial des Bongo, Pascaline, Nali et tous les autres. Marcona dénonce un système de corruption généralisé. L'argent disparaît comme par magie. Donc ce terrain vague là, ce terrain vague devait accueillir l'hôtel de l'Assemblée nationale, l'hôtel des députés. En d'autres termes, l'annexe de l'Assemblée nationale depuis 2008. Et jusqu'à aujourd'hui, la bagatelle somme de 10 milliards de francs CFA, soit 15 millions d'euros, a été débloquée par le gouvernement. Comme on peut le constater, il n'y a même pas un début d'exécution des travaux en dehors de cette barrière qui a été érigée depuis des années. 15 millions d'euros et un terrain vague. Au Gabon, on appelle cela poétiquement un éléphant blanc, un grand chantier financé, payé et qui ne voit jamais le jour. Il y en a dans tout le pays. Ici, cela n'étonne plus personne, au point qu'un responsable du patronat gabonais accepte de me parler librement de cette corruption généralisée. Les entrepreneurs en BTP, proches du pouvoir, encaissent l'argent sans que la justice ne leur demande des comptes. Si une entreprise a eu de l'argent, a eu un marché, il n'a pas exécuté le marché, ben c'est un détournement des deniers publics. Effectivement, le chef d'entreprise doit être arrêté. On lui demande, soit on le met en débat, soit il rembourse l'argent, soit il va en prison. Et puis voilà. En l'état actuel, ça n'est jamais fait. Pour l'instant, non. Je préfère vous dire non, ça n'est pas fait. Vous savez pourquoi ça ne se fait pas? Il y a des entreprises où il y a derrière ces entreprises-là des barons, comme on dit. Et au Gabon, malheureusement, je ne vois pas trop un juge qui va appeler un baron à la barre pour aller s'expliquer sur de telles pratiques. La corruption est la malédiction du pays. Elle entrave le développement, maintient la population dans la misère. Pourtant, le PIB par habitant du Gabon est équivalent à celui de la Turquie. Comment alors ne pas penser à ces avoirs détournés vers la France depuis plus de 40 ans? Ali Bongo a succédé à son père et a hérité de la plainte des biens mal acquis. À Paris, je rencontre son très médiatique avocat. Pour lui, si la famille Bongo a des avoirs en France, rien ne prouve qu'ils proviennent de détournements de fonds publics. Je pense qu'on va très vite en besogne dans cette histoire, parce qu'on considère que les biens, a priori, sont mal acquis. Alors, est-ce que c'est une formule journalistique? Je l'espère, ça ne peut pas être une formule judiciaire. Parce que la preuve et la charge de la preuve, ça vaut dans ce dossier comme dans tous les autres. Et là non plus, ça n'est pas une faveur, c'est le bénéfice ordinaire des règles ordinaires. C'est quoi la charge de la preuve? C'est de d'abord démontrer que les biens ont été mal acquis, et ensuite, on peut discuter d'un certain nombre de choses. Les hôtels particuliers,
Les voitures, les comptes en banque, tous ces capitaux transférés en France auraient été gagnés légalement par le clan Bongo. Ils seraient le fruit de leur travail. J'ai rencontré un capitaine d'industrie qui a une toute autre explication sur l'origine de cet argent. Cet ancien vice-président de Bouygues est un homme de la France-Afrique, un homme de réseau lui aussi. Il a été au cœur du système car il a travaillé pour l'État gabonais. Aujourd'hui, Jacques Dupuy-Dobie dénonce les turpitudes d'Ali Bongo. Son histoire est emblématique de ces pratiques de détournement de fonds publics. Elle a pour toile de fond la future privatisation des ports gabonais au début des années 2000. Jacques Dupuy-Dobie s'oppose alors à son ex-associé, l'industriel Vincent Bolloré. Chacun est à la manœuvre pour obtenir la gestion des ports. Mais à l'époque, le président Omar Bongo a son candidat. Le président Omar Bongo m'a fait venir et m'a dit voilà, les ports du Gabon sont gérés par un organisme qui s'appelle l'OPRAG, Office des ports et rades du Gabon. Cette gestion est absolument désastreuse. Il y a des pertes financières abyssales. La sécurité sociale n'est pas payée depuis X années et nous perdons beaucoup d'argent. Donc, il me dit, je voudrais que tu prennes la gestion de cette affaire. Et il me précise, l'OPRAG est présidé par mon fils Ali Bongo, qui était à l'époque ministre de la Défense, et le directeur général de l'OPRAG est mon neveu, Jean-Pierre Oïba. La société de Jacques Dupuy-Dobie reprend en main les ports dirigés par Ali Bongo et son cousin, Jean-Pierre Oïba. Cet accord se fait à une condition. Le Français doit céder à terme 30% de son entreprise à l'État gabonais. Mais très vite, les règles du jeu vont changer. Oïba est venu me dire il y a des problèmes avec Bolloré, pour vous protéger, c'est pas 30% qu'il va falloir céder à l'État, mais 49%. Je lui dis oui, d'accord. Vous n'aviez pas le choix de faire ça. Qu'est-ce que je voulais faire? Quand vous êtes implanté dans un pays et que le gouvernement vous dit si vous ne faites pas ça, vous foutez dehors, vous le faites. Hein. C'est comme ça que ça se passe dans ces pays-là. Il ne faut quand même pas oublier qu'on n'est quand même pas tout à fait dans des pays de droit. Hein. Bon. Jacques Dupuy-Dobie n'est pas né de la dernière pluie. Pourtant, le chapitre suivant de l'histoire le laisse encore pantois. Monsieur Iba m'a dit vous n'allez pas les rétrocéder à l'État gabonais, mais vous allez les rétrocéder à une société de droit marocain qui s'appelle la Chipomar. J'ai trouvé ça très curieux. Et il m'a dit mais vous inquiétez pas, c'est tout à fait légal. Je vous remets un papier, d'ailleurs, j'agis pour le compte, j'agis en accord avec mon cousin Ali Bongo. Voilà la lettre qui prouve le rôle joué par Ali Bongo et son cousin. Les 49% destinés à l'État gabonais se retrouvent dans une société marocaine, la Chipomar. Selon mes informations, elle est enregistrée à Gibraltar, un paradis fiscal. Et son ayant droit économique n'est autre que Jean-Pierre Oïba, le cousin d'Ali Bongo. Il est clair que M. Bongo, dans cette affaire-là, a acquis de façon totalement illégale un bien d'État. C'est donc un bien mal acquis. Ali Bongo est, à propos de la Chipomar, dans une affaire de bien mal acquis, où il est directement et personnellement impliqué, puisque c'est lui qui a tout signé, c'est lui qui a pris toutes les décisions, et c'est lui qui nous a tout notifié avec sa signature. Si Jacques Dupuy-Dobie parle aujourd'hui, c'est qu'il a perdu la bataille des ports gabonais. Ils sont désormais gérés en partie par le groupe Bolloré. L'avocat d'Ali Bongo réfute toute cette affaire des biens mal acquis. Pour lui, son client bénéficie de l'immunité diplomatique due à son rang de chef d'État.
Et de toute façon, il conteste le principe même de la procédure des biens mal acquis. Je ne suis pas du tout convaincu que si un dirigeant d'une très grande puissance achetait ici un certain nombre de choses, on viendrait lui chercher des poux dans la tête. Je suis même convaincu que non. Il y a une forme de colonialisme à rebours, judiciarisé. C'est le juge blanc qui donne des leçons. Or, moi, je dis que la République gabonaise, c'est la République gabonaise. La justice française donnerait des leçons au Gabon. Laissez-moi donc, pour finir, vous parler de ces Gabonais qui ne sont pas du tout d'accord avec l'avocat d'Ali Bongo. Laissez-moi vous parler de Grégory Mintsa. Lui a vécu dans sa chair la procédure des biens mal acquis. Ce Gabonais a osé défier le clan Bongo en portant plainte aux côtés de Transparency International. Son engagement lui a coûté très cher. Depuis 4 ans, l'État a gelé son salaire. Il travaillait au ministère de la Culture. Lui espère beaucoup de la justice française. Est-ce que les pays puissants vont accepter qu'en toute souveraineté, les gens pillent leur État? Pourquoi ils acceptent qu'en toute souveraineté, les gens n'aient pas le droit de massacrer leur peuple, mais ils acceptent qu'en toute souveraineté, ils pillent leurs propres États? Ils les tuent. Les gens ne font pas le lien. Mais au bout, c'est la mort de peuples. On glose sur Kadhafi, on glose sur Al-Assad, parce qu'ils tirent sur leur peuple. Est-ce que c'est plus grave de tuer des gens avec des mitraillettes ou de les tuer à petit feu en leur confisquant les moyens de vivre? D'accord, c'est plus doux, c'est moins spectaculaire. Mais le résultat est le même. Ces gens-là tuent leur peuple. Pour avoir porté plainte, Grégory Mintsa a été emprisonné, menacé. Mais il ne regrette rien, car il ne croit pas aux fatalités de l'Afrique. Avec nous sur ce plateau, Magali Serre, bonsoir. Bonsoir. Vous avez réalisé cette enquête, et William Bourdon, président de Sherpa et avocat de Transparency International, 2 associations de lutte contre la corruption. Je me tourne d'abord vers vous, William Bourdon. Vous êtes à l'origine de la plainte contre les 3 chefs d'État africains. Vous les accusez de détourner de l'argent public. Et pour leurs avocats, on l'a entendu dans le reportage de Magali, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve qu'il s'agisse bien de fonds publics. Qu'est-ce que vous leur répondez? Le propos qui consiste à dire il n'y a pas de preuve et de mettre en avant comme une espèce de talisman absolu la présomption d'innocence est une défense de pauvres, est une défense de faiblesse. Parce que c'est tout ce qu'on entend de leur côté. Il n'y a jamais de défense au fond. Il n'y a jamais d'explication matérielle, précise, sur l'origine et les raisons de ces flux financiers qui sont parfaitement caractérisés dans le reportage qu'on vient de voir. Les mises en examen, quand elles interviendront, le mandat d'arrêt délivré contre le fils Obiang, eh bien ce mandat d'arrêt n'a été possible que parce que les juges ont effectivement, pour employer votre vocable, réuni des éléments probatoires extrêmement convaincants. On ne va pas rentrer dans le détail, le reportage donne déjà beaucoup d'indications. Il y a un pillage systématique, organisé, des ressources publiques faites par ces chefs d'État de leur pays. Alors, vous parliez des éléments probants. En tout cas, il y a un élément frappant, Magali, dans votre enquête. C'est ce chèque de 18 millions d'euros qui est présenté, ou en tout cas encaissé par Christie's, au moment de la vente des biens d'Yves Saint-Laurent. Quand Christie's prend un tel chèque, est-ce qu'il a des responsabilités pour vérifier la provenance de ces fonds ou pas? Alors, pour être précis, ce n'était pas un chèque de 18 millions. C'était plusieurs chèques dont le montant total était de 18 millions d'euros, ce qui revient au même. Hein. C'était des chèques de 1,5 million, bref. Et donc, quand Christie's encaisse ce type de chèque, provenant effectivement d'une société privée, identifiée comme étant une société originaire de Guinée équatoriale, forcément Christie's se pose des questions, car c'est une entreprise de vente aux enchères qui est soumise à des obligations particulières. Et donc Christie's a fait ce qu'il fallait. Ils ont dénoncé ces sommes à Tracfin. À ma connaissance. Tracfin, les réseaux, l'organisme qui enquête de lutte contre le blanchiment d'argent. Et c'est là toute l'hypocrisie, à mon sens, du système français, où on dénonce, mais on encaisse l'argent.
Alors ça, c'est pour celui qui organise la vente, pour celui qui en est le bénéficiaire. Pour Pierre Berger, par exemple, est-ce que lui aussi il a des obligations parce que indirectement il va les toucher, ces fonds? Alors j'ai eu le secrétaire particulier de Pierre Berger qui m'a expliqué que Pierre Berger n'était pas au courant du tout que c'était Théodorin Obiang qui avait acheté 109 lots de sa collection. Car Christie's conservait secret systématiquement l'identité des acheteurs. Et donc Pierre Berger n'avait aucune raison d'être au courant que c'était Théodorin Obiang, l'acheteur final de ces lots. Et il m'a aussi fait comprendre que Pierre Berger était très ennuyé par cet état de fait. Et que, alors, pour la petite histoire, ce qui est intéressant de savoir, c'est que Pierre Berger a fait une énorme donation en faveur de la recherche médicale. Et donc, on peut se satisfaire en pensant que cet argent a servi à la recherche médicale. William Bourdon, vous connaissez évidemment bien tout ce qu'on raconte dans l'enquête de Magali. Marchands d'art, de bijoux, d'immeubles, est-ce qu'ils sont impliqués, mis en cause par les plaintes que vous représentez? Alors d'abord, votre question, l'occasion de dire que cette procédure n'est pas dirigée contre les Africains, contre l'Afrique, bien au contraire. Elle sert l'Afrique et les Africains. À cela, il faut rajouter que, évidemment, c'est aussi une affaire franco-africaine. Et qu'un jour, les juges d'instruction, ils s'y attellent déjà, identifieront des complices. C'est-à-dire ceux qui, par leur abstention, leur complaisance, leur silence, ont facilité, encouragé, permis la commission de toutes ces infractions. Ça a conduit effectivement un certain nombre de personnes, au nom de l'enrichissement, à fermer les yeux. Donc oui, des banquiers, des notaires, des entrepreneurs, des commerçants, un jour, sans doute, défileront dans le bureau des juges d'instruction. S'ils nous écoutent aujourd'hui, ils peuvent être inquiets. Mais je pense qu'ils le sont déjà. Une grande banque française avait déjà pris des dispositions au début de l'enquête Bien Malaki, avait demandé à Omar Bongo de virer tous ses comptes, anticipant sur les risques qui pouvaient peser à juste titre sur sa réputation. Donc il y a beaucoup de gens effectivement dans ce dossier qui ont peur et qui ont raison d'avoir peur. Et je tiens à préciser que lors de mon enquête, je me suis rendu compte que certaines personnes avaient refusé ces fonds. Notamment, je pense à un administrateur qui avait préféré arrêter d'administrer le 42 avenue Foch. Alors c'est le fameux hôtel particulier de Théodorin Obiang. Ça en est où maintenant aujourd'hui? Il y a un peu plus d'un an, Théodorin Obiang a vendu son hôtel particulier à l'État de Guinée équatoriale pour plusieurs millions d'euros. Et l'État de Guinée équatoriale l'a déclaré comme une ambassade. Le seul problème, c'est que les autorités françaises doivent donner leur accord lorsqu'un État décide de transformer un immeuble en ambassade. Et ce n'est pas le cas dans les faits. Alors ce fameux Théodorin Obiang, il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Il est où aujourd'hui? Il se cache quelque part, il vit en toute impunité, est-ce qu'on le sait? Alors moi je pense qu'il est à Malabo, enfin il ne m'envoie pas de ses nouvelles tous les jours. Je pense qu'il circule, il a un avion privé, un Gulfstream d'ailleurs que les autorités américaines ont raté et auraient voulu saisir. La justice n'a pas vraiment l'air de les impressionner, ça n'a pas l'air très efficace, ils contre-attaquent, ils essayent de protéger leurs biens. Magali, ils ont acheté ailleurs, ils font des transferts. Ah, il continue de dépenser des sommes folles, Théodorin Obiang. L'administrateur suisse qu'on voit dans le documentaire m'a montré les plans de son nouvel appartement à Sao Paulo, un 5000 m² avec héliport sur l'une des avenues les plus chères de Sao Paulo. Il n'y a aucun souci, il continue à dépenser beaucoup d'argent. Vous parliez tout à l'heure des deux juges du pôle financier, Roger Leloir et René Grumman, en charge de l'enquête. Est-ce qu'ils ont suffisamment de moyens pour mener, William Bourdon, leur enquête à bien? Alors ça, c'est une question sur laquelle j'ai été amené à dire récemment à la conseillère juridique de Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, en disant « mais on ne comprend pas. Il y a un seul et unique officier de police judiciaire dédié pas à une affaire, mais à 4 dossiers bien mal acquis. 4, les chefs d'État africains, la Tunisie, l'Égypte et depuis quelques semaines, le Sénégal. Donc il est temps, il est essentiel que M. Manuel Valls nous entende, ça fait des mois qu'on attend, et donne aux juges d'instruction les moyens d'avancer une cadence normale. Les enquêtes ont été ralenties pour le bien-être de ces chefs d'État qui, chaque jour, et leur clan, continuent d'organiser l'évaporation des deniers publics. Alors, votre plainte, cette plainte a mis des années à aboutir. On le voit dans le reportage de Magali, notamment au Gabon. Ces opposants, ces acteurs de la société civile qui ont été menacés, emprisonnés. Il y a beaucoup de gens qui ont retiré leur plainte, Magali, dans les pays en question où vous avez enquêté. Notamment au Congo, dont on ne parle pas dans le documentaire. Mais Congo, c'est Denis Sassou Nguesso, c'est le 3e chef d'État. Donc il y avait des citoyens qui souhaitaient se porter partie civile dans cette procédure et qui ont préféré retirer leur plainte
suite à des menaces et à des tentatives de corruption également. Pour ce qui est du Gabon, encore très récemment, l'une des personnes qui est interviewée dans le documentaire, Jean-Christophe Owono, a été menacé. Il a fait l'objet d'une course-poursuite et on lui a tiré dessus. Donc c'est ça être opposant aujourd'hui au Gabon. William Bourdon, vous aussi, des menaces? Oui, d'abord, ce que je voudrais dire, moi je voudrais rendre hommage à toutes ces personnes qu'on a entendues, Grégory, qui sont des gens admirables, qui pour certains d'entre eux risquent leur peau, qui sont les justes parmi les justes, qui avec des moyens extrêmement faibles essayent d'incarner un grand mouvement de l'opinion publique internationale qui dit la corruption ça suffit. C'est une gangrène qui est l'ennemi de la démocratie, qui tue la croissance, qui tue le développement. Donc moi, ce qui m'est arrivé, c'est du petit lait par rapport au risque dans lequel ils sont. Vraiment, il faut dire les choses de façon juste et équilibrée. Oui, j'ai fait l'objet de menaces. Oui, je fais l'objet de procédures en diffamation grotesques que je vais gagner, mais avec un battement de cils, je dis ça sans excès de confiance, parce que c'est vraiment juste de l'agitation médiatique. Mais quand vous dites menaces, c'est émanant des clans, des camps rapprochés de ces trois chefs d'État. C'est des groupements qui se sont agités, qui ont fait de l'intimidation, y compris sur ma famille, qui m'ont amené à prendre un certain nombre de dispositions que je ne vais pas énumérer ici. Tout ça témoigne de la perte de sang-froid dans lequel se trouvent ces clans, dans lequel se trouvent ces chefs d'État. Ils savent que le temps n'est pas leur allié. Il y a un mouvement irrésistible de l'histoire qui est en marche, et c'est bien ça qu'ils craignent. Est-ce que les hommes politiques français, ceux qui ont participé à la France-Afrique, ceux dont on dit que les partis politiques ont pu bénéficier de cet argent de la France-Afrique, peuvent aussi un jour s'expliquer, rendre des comptes, être inquiétés? Oui, il y a des présomptions du fait que, pour partie, ces flux ont pu bénéficier à un certain nombre d'acteurs politiques. C'est vrai. Moi, j'ai contre-interrogé M. Robert Bourgi, il y a quelques mois, dans le bureau de M. Leloir. Il a véritablement la loi de l'omerta comme une carte ADN dans son cerveau. Donc, on n'en sortira jamais rien. Et d'ailleurs, je n'en ai rien sorti. Mais ce qui est sûr, c'est que l'avancée de ces procédures judiciaires va libérer la parole. Donc il y a déjà des paroles qui se libèrent. Il y a déjà des gens qui avaient peur et qui commencent à se débâillonner. Est-ce qu'ils continuent aujourd'hui, les hommes politiques français, à être des intermédiaires un peu incontournables quand on veut faire du business en Afrique? J'ai un exemple très concret, par exemple Claude Guéant, qui aujourd'hui est reconverti dans les affaires, qui est avocat et qui, il y a quelques mois, était en Guinée équatoriale pour essayer de vendre une entreprise française. Donc voilà. Très rapidement, cette personne a utilisé son carnet d'adresses pour aller faire des affaires en Afrique. Et forcément, c'est un carnet d'adresses qu'il s'est constitué alors qu'il était ministre de l'Intérieur et secrétaire général de l'Élysée. Voilà, donc c'est un peu ça la France-Afrique aussi. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, ces biens seront restitués aux pays concernés? Ça s'est déjà fait avec des chefs d'État qui étaient décédés en fuite ou incarcérés. C'est tous les accords qui ont été passés, notamment avec la Suisse, Mobutu, Abacha, où des millions de dollars ont été rendus, mais à des États qui présentaient peu ou prou des garanties, pas toujours formidables, du fait que cet argent allait être utilisé dans le respect de l'intérêt général. Mais il faut que tous les États de la planète s'y mettent, parce qu'on parle de la France et la France. Que font les autres? Que fait la City de Londres, où l'on sait que transitent chaque jour des centaines de millions de dollars d'argent sale? Il y a bien d'autres pays concernés. Ça doit être une responsabilité mondiale. Je vous donne un exemple. Une partie de l'argent est partie en Suisse, au Luxembourg, à Monaco. Et sous la pression de l'Union européenne, ces États ont commencé à modifier leur législation. Il y a eu une deuxième migration. Dubaï, le Qatar, Singapour, Hong Kong, qui sont les nouvelles machines à laver de l'argent sale mondial. Donc on voit bien qu'il va falloir être patient et très déterminé, mais je répète qu'il y a une dynamique en marche et qu'elle ne s'arrêtera pas. Dernière question à Magali. Les Africains, les Gabonais, est-ce que c'est ce qu'ils veulent, in fine, qu'on leur rende cet argent? Alors c'est difficile de faire des généralités. Ce qu'ils attendent surtout, c'est que leur chef d'État rende des comptes, enfin. Je pense que la perspective que ces fonds soient récupérés, ils n'y croient pas trop. Mais pour eux, cette procédure a vraiment une valeur de symbole, c'est la fin de l'impunité. Et ils se disent, enfin, on pose sur le papier que ça n'est pas normal et qu'il faut que ça cesse. Le fait même de le dire est pour eux une grande victoire. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous, Magali Serre, pour votre enquête, vos précisions. Merci, William Bourdon, pour votre expertise et votre force de conviction. Merci à vous de votre attention. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur France 3 et à très vite, évidemment, pour une prochaine enquête de Pièces à conviction.